Depuis sa création au début du XXe siècle, le cinéma a toujours eu pour objectif de divertir, d'émerveiller ou de faire voyager ses spectateurs. Et si pour la plupart ces endroits peuvent nous donner envie de nous y aventurer, il y en a d'autres en revanche où il vaut mieux ne pas s'y perdre. Aujourd'hui, je vous propose donc une balade à travers le temps pour vous raconter l'histoire du cinéma d'horreur. L'origine du cinéma d'horreur remonte presque à la naissance du cinéma lui-même. En 1896, à une époque où ce nouvel art est en plein développement, Méliès marquera les esprits en étant un des premiers à utiliser différents procédés techniques pour mettre en scène le surnaturel. Comme par exemple l'apparition et la disparition de certains personnages. Nous avons affaire à l'un des premiers films d'horreur de l'histoire, Le Manoir du Diable. Cependant, le genre ne se popularisera vraiment que quelques années plus tard, avec le développement du cinéma expressionniste allemand. On retrouve des films comme Le Cabinet du docteur Caligari de Robert Wiene et aussi Nosferatu le vampire de Friedrich Wilhelm Murnau. Ce dernier reste considéré encore aujourd'hui comme l'un des pionniers du genre horrifique au cinéma. Les histoires qui font peur continueront de se développer au cinéma au début du XXe siècle avec des films comme L'Homme qui rit en 1928. Le maquillage qu'il porte d'ailleurs dans le film inspirera plus tard Bob Kane et Bill Finger dans la création d'un des ennemis les plus emblématiques de Batman. Avec tous ces films et ces réalisateurs qui continuent de développer des méthodes de réalisation, mais aussi d'écriture, le film d'horreur commence à prendre une petite place dans le cinéma avec un grand C. Mais dans les années qui suivent, c'est un petit studio que vous connaissez sûrement qui commence à s'intéresser au genre horrifique. Universal Pictures produit 3 films qui deviendront des œuvres majeures dans la popularisation du cinéma horrifique. Parmi eux, on retrouve Dracula de Todd Browning, mais également Frankenstein de James Whale, et enfin Dr. Jekyll et Mr. Hyde de Rouben Mamoulian. Ce n'est d'ailleurs qu'à partir de ce moment-là que le terme film d'horreur commence à être employé. Le succès de ces films pousse les studios à en produire de plus en plus, notamment Universal qui continuera de porter les Universal Monsters sur grand écran. Parmi eux, on retrouve également La Momie et L'Homme Invisible, pour ne citer qu'eux. Après la Seconde Guerre mondiale et la guerre froide, le cinéma horrifique sera impacté par un nouveau facteur, la peur du nucléaire. L'horreur fera alors son apparition dans les films de science-fiction, avec des films de monstres comme Godzilla ou L'étrange créature du lac noir. Le genre horrifique se verra bouleversé à partir de 1960, avec 2 films majeurs. Le premier, Psychose, d'Alfred Hitchcock, et le deuxième film est Le Voyeur, de Michael Powell. Avec ces films, l'horreur n'est désormais plus mise en avant par le paranormal ou par des créatures fantastiques, mais par des personnages humains, émotionnellement et psychologiquement instables. Cette tendance donne un nouveau souffle au cinéma d'horreur, et Alfred Hitchcock s'impose comme l'un des maîtres en la matière. Plus tard, en 1968, c'est George Romero qui apportera une œuvre majeure dans l'histoire du cinéma d'horreur, La Nuit des Morts Vivants. Le film marquera les esprits par son réalisme, mais également par le regard qu'il porte sur la société de l'époque. Tourné avec un budget dérisoire, le choix de mettre en scène des morts vivants nécessite peu de budget, contrairement à une créature plus complexe. Dans la même lignée, des films comme Rosemary's Baby contribueront à abandonner l'atmosphère gothique du cinéma horrifique, pour l'ancrer petit à petit dans le monde moderne. Avec le succès de Rosemary's Baby, et toujours dans cette ambition de développer l'horreur plus moderne, Warner Bros produira le film L'Exorciste, réalisé par William Friedkin. Nous sommes en 1973, et le film deviendra un véritable phénomène de société, et participera à relancer l'intérêt du grand public pour le genre. Le film est d'ailleurs un des pionniers dans la représentation d'un exorcisme, et engendrera de nombreux films qui reprendront ce concept d'histoire. L'Exorciste restera d'ailleurs pendant un moment l'un des meilleurs succès de films d'horreur au box-office.
3 ans plus tard, c'est Cronenberg qui développe un autre sous-genre du cinéma d'horreur avec Frisson. Son cinéma se veut plus viscéral et met en avant les mutations physiques de ses personnages. Au même moment, c'est le réalisateur Bob Clark qui pose les bases d'un genre qui allait énormément se développer par la suite. Dans son film Black Christmas, on suit un groupe de jeunes femmes étudiantes qui, au lieu de rentrer dans leurs familles respectives pour les fêtes de fin d'année, restent entre elles sur le campus de leur université. Après quelques coups de téléphones inquiétants et des disparitions, elles finiront par être les proies d'un mystérieux individu. Ce film est considéré comme le premier slasher de l'histoire du cinéma d'horreur. Ce sous-genre met en scène un tueur masqué qui s'attaque aux adolescents à l'aide d'une arme blanche. Il termine en général sa confrontation face à un personnage féminin qu'on appelle alors la Final Girl ou la dernière survivante. Parmi les slashers les plus connus, on retrouve bien sûr La Nuit des Masques de John Carpenter, plus connu sous le nom d'Halloween. Le slasher aura alors de belles années devant lui, puisque de nombreux films et personnages bien connus encore aujourd'hui feront leur apparition. Parmi eux, on peut parler du personnage de Jason dans Vendredi 13, ou bien de Freddy Krueger dans Les Griffes de la Nuit de Wes Craven. Le slasher se verra d'ailleurs renouvelé au milieu des années 90 avec les premiers films de la saga Scream, toujours par Wes Craven. Le réalisateur se permet de détourner ce sous-genre en se référant directement aux films d'horreur. Un hommage en quelque sorte. Quelques années plus tôt, Stanley Kubrick explore avec Shining une autre facette de l'horreur. Celui ancré dans le quotidien et qui n'a malheureusement plus grand chose de fantastique. On y aborde la violence conjugale, la maltraitance envers son enfant ou encore l'alcoolisme. Le film s'inspire du roman du même nom de Stephen King et est encore cité aujourd'hui parmi les meilleurs longs métrages du genre. Ce ne sera d'ailleurs pas la première fois que des œuvres issues de la littérature donneront des films d'horreur à succès. Parmi les plus célèbres, on peut citer Hellraiser de Clive Barker, mais surtout Candyman. Le film sera considéré comme l'un des films d'horreur les plus réussis des années 90. Le personnage de Candyman représente en effet cette nouvelle mouvance que sont les peurs et les légendes urbaines. Le tout en y intégrant des thématiques fortes, comme les difficultés d'intégration pour les Afro-Américains à cette époque-là. Une autre clé du succès des films d'horreur est qu'ils ne coûtent pas cher à produire. Le meilleur exemple pour illustrer cela reste le film Le Projet Blair Witch. Sorti en 1999, le film devient rapidement le film le plus rentable de l'histoire, notamment grâce à son budget dérisoire. En effet, le film est tourné en found footage. Il s'agit d'une méthode de réalisation qui met en scène le film comme si c'étaient les personnages eux-mêmes qui se filment entre eux, et que le film est monté à partir de leurs propres images. Ce procédé aura droit à son lot de succès avec des films comme REC en 2007, ou encore Paranormal Activity en 2009, reprenant alors des images de caméras de surveillance. Si on parle des films rentables, je suis également obligé de mentionner la saga Saw. Ces films sont d'ailleurs les précurseurs d'un autre sous-genre du cinéma d'horreur, le torture porn. C'est un terme qui désigne le fait de mettre les personnages à la merci de sadiques qui leur feront subir toutes sortes de tortures à l'issue fatale. Les années 2000 sont également marquées par les remakes et autres suites plus ou moins assumées des franchises les plus cultes du cinéma d'horreur. Massacre à la tronçonneuse ou encore Halloween font donc leur retour au cinéma pour le meilleur ou pour le pire. Pour ma part, c'est d'ailleurs à cette période que je fais mes premières découvertes horrifiques avec Scream 4, les films Destination Finale ou encore La Dame en Noir. Dans les années qui suivent et alors que l'ère des remakes s'étend toujours un peu plus, quelques films originaux parviennent à se démarquer. Parmi eux, on retrouve la saga Insidious, mais également Conjuring, tous réalisés par James Wan. Le réalisateur remet en avant l'aspect soigné de la mise en scène des films d'horreur pour créer un climat de tension et instaurer un univers. En effet, jusque-là, les films tournés en found footage avaient tendance à délaisser l'aspect mise en scène pour des raisons évidentes. Parmi les films de cette période, on peut également citer l'excellent Sinister, de Scott Derrickson. Ces dernières années, on peut également remarquer qu'un nouveau sous-genre prend de plus en plus de place, l'Elevated Horror. Il s'agit de films d'horreur qui brillent par leur mise en scène particulièrement léchée, et surtout par leur message politique affirmé. De nombreux films se placent dans cette mouvance du cinéma horrifique. Les films de Jordan Peele en sont peut-être le meilleur exemple. Ari Aster se fera aussi remarquer avec Hérédité et Midsommar. Ce sous-genre s'impose de plus en plus dans le cinéma d'horreur, à tel point que l'on a tendance à opposer l'Elevated Horror et le cinéma d'horreur plus commercial et traditionnel, bien que la frontière entre les deux
peut parfois être très mince. Depuis les débuts du cinéma, l'horreur a tenu une place de choix dans le cœur de celles et ceux qui souhaitent raconter des histoires. En effet, encore aujourd'hui, c'est un genre qui ne cesse d'évoluer et qui continue, année après année, de surprendre, d'effrayer et de faire voyager les spectateurs. Qu'on nous parle de vampires, de loups-garous, de fantômes ou de tueurs en série, on peut dire que les films d'horreur n'ont pas fini de nous empêcher de dormir. C'était Pictural Things, et on repart pour de nouvelles aventures.